Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. La sécurité est-elle en passe de devenir un échec ou en d'autres termes, est-ce que l'apocalypse des vulnérabilités va survenir? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Nicolas Ruff, Bonjour. Marc-Frédéric Gomez, Bonjour. Hervé Schauer, Bonjour. Christophe Renard Bonjour. et Vladimir Kola. Bonjour. Alors, cette histoire d'apocalypse de vulnérabilité, des vulnérabilités, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Il s'agit d'une annonce marketing d'une société américaine appelée Anthropic qui a prétendu avoir un modèle d'IA qui allait révolutionner la recherche de failles et donc provoquer la saturation des équipes de défense par la publication d'un nombre incontrôlable de failles 0D. Et la NSA ainsi que le gouvernement américain ont confirmé qu'on ne pouvait pas le donner à tous les acteurs et qu'il fallait absolument que ça soit classifié et qu'aucune entreprise commerciale ou très peu d'entreprises qui ont été sélectionnées sur le volet puissent avoir accès à cette technologie. Ils n'ont pas dit classifié, ils ont dit interdit à l'export. Ouais, donc ils l'ont bloqué à tout le monde parce qu'ils étaient incapables de le faire. Mais c'était sur Fable. Mais bon, on a aussi une société Anthropic qui a vendu ces modèles en disant que c'était des modèles tellement dangereux qu'il fallait qu'il y ait des garde-fous majeurs et que seuls eux savaient faire des garde-fous. Et derrière, Amazon sort un rapport en disant « Hey, vous allez rire, mais en faisant des prompts ridicules, on contourne tous les garde-fous. » Donc c'est un peu ce qu'on appelle se tirer dans le pied, parce que a priori, tout le monde a l'air de dire que les modèles concurrents sont aussi capables. Oui, et parmi les garde-fous contournés qui ont provoqué l'interdiction là début juin, si tu demandes au modèle de trouver des failles et que tu n'es pas dans le programme autorisé où tu as envoyé ta pièce d'identité, etc., le modèle te dit « Ah non, je ne peux pas faire ça ». Par contre, si tu lui dis « Corrige-moi les failles qu'il y a dans ce soft », alors il te dit où sont les failles et il te propose une correction. Et donc là, tu bypasses le guardrail. Désolé pour cet anglicisme. Oui, puis il y a aussi le fait qu'a priori, certains États ont réussi à voler les secrets du LLM en envoyant un certain nombre de millions de requêtes en quelques heures, de façon à recopier, entre guillemets, la connaissance du modèle, d'extraire la connaissance du modèle. Ce qui s'appelle les attaques par distillation, mais c'est encore pas tout à fait clair de si même avec des millions de requêtes, tu peux extraire la valeur ajoutée d'un modèle aussi gros, quoi. Bon, après, de toute façon, quand tu regardes les modèles que tu as aujourd'hui, donc on parle effectivement d'Anthropic, mais tu as Sakana, le japonais, qui est équivalent, voire meilleur en termes de sécurité. Tu as Qwen, le modèle chinois, qui est tout aussi bon. En tout cas, quand tu regardes les tests, tu peux faire à peu près les mêmes choses. Donc, c'est quand même beaucoup de marketing, même si, dans les faits, il est vrai que ça fonctionne. Alors justement, tu dis ça fonctionne. De quoi est-ce qu'on parle quand tu dis ça fait les mêmes choses, ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qu'on ne sait pas? Bah, on détaillera, il y a 2 trucs qui fonctionnent. Le premier, et c'est surtout ce qui a été documenté, ce dont parle Anthropic, c'est de l'analyse de code source, de l'audit white box, de l'audit de code source fait avec le LLM, ce qui marche plutôt très bien. Mais ce qui marche aussi et qui est peu documenté publiquement, en tout cas pas par Anthropic, mais plutôt par des chercheurs indépendants, c'est l'utilisation des LLM pour, entre guillemets, remplacer l'humain dans l'orchestration de différents outils de sécurité pour faire de la rétroconception, de la reverse engineering et de la recherche de vulnérabilité, où finalement le LLM en vient dans de l'agentique à orchestrer un certain nombre d'outils et remplace finalement la réflexion humaine, ou en tout cas assiste la réflexion humaine afin de trouver des vulnérabilités par exemple. Alors moi, ce que j'avais cru comprendre sur la force de Mythos, alors peu de gens l'ont vu parce qu'il y a un programme extra sur invitation avec des restrictions de communication, mais il y a un rapport Cloudflare qui est assez intéressant, c'est que la force de Mythos, c'était pas tant de trouver les vulnérabilités que d'écrire les preuves de concept très rapidement et très efficacement, et donc donner à la fois la vulnérabilité et le code d'exploitation. Les deux. En fait, le problème des LLM aujourd'hui, c'est que tu leur poses des questions, tu leur files des petits documents, ça va, mais file-leur le code source du noyau Linux, passer des dizaines, voire centaines de milliers de lignes de code, ça explose. Donc la force du modèle, c'est surtout qu'il y a un tel nombre de paramètres et une telle capacité de calcul que ça peut traiter des grandes quantités de code source, ce que ne peuvent pas faire les modèles grand public, entre guillemets. Donc ça, c'est un des intérêts de ce modèle.
Alors, dans ce que tu décris, Vlad, finalement, ça ressemble beaucoup à des choses qui se font depuis des décennies, à savoir avoir des pipelines où on va faire du fuzzing, puis récupérer les dumps, puis les qualifier, puis les passer à un être humain qui regarde si c'est vraiment exploitable. De ce que je comprends, finalement, ce que permet l'IA dans ce type de fonctionnement, c'est d'automatiser et d'aller plus vite et de qualifier plus vite des plus grandes quantités, ce qui des fois, quand on génère des dizaines et des dizaines de dumps, est le goulot d'étranglement de la production de ce genre de vulnérabilité, non? Oui, et même de rendre ça accessible à des gens qui n'ont pas forcément la compétence, parce que la recherche de vulnérabilité sur des binaires donc compilés, la rétroconception, donc la reverse engineering, c'est une discipline entre guillemets d'excellence en cybersécurité en général. C'est ceux qui sont presque les plus respectés. Et j'ai un exemple qui est assez flagrant là-dessus. C'est sur un jeu vidéo qui est GTA San Andreas, qui date de 2004. Et en fait, en général, les gens aiment bien faire du modding sur les jeux vidéo, c'est-à-dire pouvoir ajouter des personnages, des missions, des cartes, etc. Et ce jeu était un peu compliqué pour le modding, et donc il y a la rétroconception, la reverse engineering qui a été initiée. Et en 6 ans, les gens qui ont travaillé dessus ont à peine reversé la moitié du jeu. Et il y a un gars, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je crois 2025-2026, qui, en 4 mois, avec GPT Codex et l'orchestration de Ghidra, a reversé donc l'autre moitié qui manquait en à peine 4 mois. Donc c'est assez incroyable, sachant qu'en plus la personne n'est même pas un développeur et pas forcément bon en reverse engineering, même pas du tout. Et il a quand même réussi cet exploit en quelques mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça rend ça accessible à des gens qui n'ont pas forcément la compétence, et 2, ça permet d'aller beaucoup plus vite que ce que tu pouvais faire précédemment, tout simplement en orchestrant et en facilitant tous tes copier-coller d'un outil à l'autre. Mais ce que tu décris là, c'est logique que les LLM soient hyper bons en reverse parce que c'est du traitement du langage en fait. On passe d'un encodage binaire pour retrouver des motifs qui sont caractéristiques de code source. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une phase, surtout dans les environnements modernes, à partir de la compréhension, à partir d'un crash même ou d'un bug qu'on peut avoir trouvé, l'écriture d'un code d'exploitation. Alors, je sais bien qu'il y a plein d'applis web toutes pourries sur lesquelles on trouve des injections de prompt, des choses comme, enfin pas de prompt, pardon, des injections système, des injections SQL à tout va. Mais par contre, sur du code binaire, aujourd'hui, quand on s'exécute sur un Windows, sur un iOS, sur un macOS ou sur un Linux moderne, avoir un exploit qui marche, c'est pas si simple, non? C'est pas si simple, mais justement, Anthropic a publié un skills, donc une compétence pour un LLM, pour un agent, récemment sur leur GitHub, qui permet justement d'avoir tout ce pipeline, tout cet enchaînement d'étapes pour coder un exploit fonctionnel. C'est-à-dire que d'abord, ça regarde le code source, ça analyse, ça essaie de trouver la vulnérabilité, ça essaie de coder un exploit, ça teste l'exploit, et si ça marche pas, ça boucle comme ça à l'infini jusqu'à avoir un exploit stable. Donc on commence à avoir des choses comme ça intéressantes. Aujourd'hui, quand même, c'est beaucoup sur du code source. L'humain, aujourd'hui, on en a besoin pour la rétroconception de binaires, donc justement avoir les core dumps, etc., c'est-à-dire la capture de la mémoire lorsqu'il y a un crash, etc. Donc ça marche sur du code source, et ça marchera, à mon avis, dans quelques temps sur des binaires compilés. Ça marche déjà plus ou moins sur des binaires compilés. En CTF, tu drag and drop aujourd'hui un challenge, et dans 80% des cas, le moteur te donne directement le flag sans aucune difficulté, quoi. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a énormément de write-up, de challenge qui ont été écrits, qui sont largement disponibles en ligne, et qu'il y a quand même toujours ce motif de retrouver le flag d'une façon plus ou moins indirecte, mais n'étant pas CTFeur, je parle de l'extérieur, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des schémas qui sont extrêmement récurrents. Est-ce que c'est applicable pour trouver des vulnérabilités exploitables en dehors de vulnérabilités relativement simples qui, dans certains cas, sont abondantes? Bon, en tout cas, on n'en est pas très loin. Est-ce que demain, on va voir des exploits produits par ChatGPT ou Claude à Pwn2Own? C'est déjà le cas, non? Oui, je crois que c'est déjà le cas, oui. En tout cas, sur les bug bounty, il y a je sais plus quelle boîte américaine qui travaille uniquement avec l'IA et qui s'est placée numéro 1 sur la plateforme qui a le plus gros bug bounty au monde. Donc, Ouais, sur du web aussi. Beaucoup sur du web, donc de la XSS, SQLi, etc. Je veux dire, aujourd'hui, de toute façon, Pwn2Own, les gens n'expliquent pas forcément comment ils font, mais dans la chaîne des gens qui reversent et qui analysent du binaire, il y a forcément un LLM aujourd'hui quelque part, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, c'est un outil pour un expert. C'est très différent de ce que disait Vlad, un outil qui rend expert le script kiddie.
Pour l'instant, il y a Bezadent qui a fait une présentation il y a quelques temps, justement sur leurs agents et leurs LLM qu'ils ont entraînés pour de la recherche de vulnérabilité. Alors, c'est plus sur de l'application mobile, mais ce qu'ils avaient démontré et expliqué, c'est qu'en fait, juste en déposant l'application, ils étaient capables, le moteur était capable, enfin le LLM, l'agent, d'aller trouver, exploiter les vulnérabilités tout seul et même d'aller jusqu'à l'exploitation complète de la chaîne de la vulnérabilité sur du mobile. Donc, on n'est pas très très loin du binaire, entre guillemets, compilé. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour penser que ce qui n'est pas faisable aujourd'hui le sera bientôt, et ce qui est présenté comme exclusif à un éditeur sera probablement disponible dans les modèles open source, dans les modèles de tous les pays, et qu'on va avoir des moteurs capables de générer des codes d'exploitation sur des binaires à peu près universellement. C'est le point de vue. Oui. Bah, clairement, si tu regardes l'histoire de la sécurité informatique, moi j'ai travaillé avec des fuzzers commerciaux, Codenomicon je crois que ça s'appelait, où tu te fais décrire tes protocoles en XML pour que le fuzzer essaye de générer des messages qui allaient passer dans la state machine, etc. Après, AFL est arrivé, n'importe qui pouvait faire AFL, le nom du fichier, enfin le nom de binaire qu'il voulait analyser, et ça lui sortait directement des crashs. Et tu n'avais plus cette étape d'expertise, de licence commerciale, de dongle, de machin, ce qui était aussi le cas pour... les outils de reverse engineering qui pour la plupart étaient payants. Ensuite, ils commençaient des alternatives open source comme Radar. Et ensuite, Ghidra est arrivé et il était à feature parity avec les outils commerciaux pour un coup nul, quoi. Il a laissé à casser le marché. Je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est que le roi est nu. C'est-à-dire que l'informatique, ça a toujours marché sur des logiciels bancals, mais plutôt cheap, parce que développés par d'autres, et puis avec des contrats de support et des contrôles qualité assez faibles. Et ça marchait bien tant que les pentesters avaient des outils qui leur permettaient de réussir leur pentest, et donc ils n'allaient pas chercher l'exhaustivité. Et puis les gens s'attaquaient pas à des chemins d'exécution peu courants. Et puis ça n'avait aucun intérêt de s'attaquer à un projet qui avait 50 étoiles sur GitHub. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est gratuit. Pour $20, tu trouves des failles dans n'importe quel logiciel. Et le problème fondamental, c'est que le logiciel, c'est de la merde. Il faut quand même le dire. $20, c'est pas gratuit. C'est pas très cher. Alors, surtout à la vitesse de consommation des tokens de ces trucs-là, en fait, apparemment, t'en plafonnes assez vite tes $200 mensuels. Oui, mais si tu es dans ce détail d'implémentation, je veux dire, tu cherches des gens qui exposent leur serveur au lama en public sur Internet, tu as du compute gratuit, quoi. Enfin, je veux dire, les vrais méchants, ils utilisent des clés d'API volées sur GitHub ou ailleurs, ou des serveurs MCP exposés. Je veux dire, l'argent n'est pas un problème. La réalité, c'est que n'importe qui peut trouver des failles aujourd'hui à un coût marginal nul. Mais c'était quelque chose qu'on savait qui était possible depuis longtemps, puisque n'importe quel pentester, il tombe sur un logiciel d'entreprise où personne n'est passé avant, il sait qu'il va trouver une faille, c'est juste une question de temps. Le problème fondamental, c'est la qualité logicielle et le fait que personne n'a jamais rien fait de sérieux dans ces dernières années pour l'améliorer. C'est un peu ce que disait Alvar Fleck dans un tweet il y a quelques semaines, c'est on a survécu à la période où on pouvait trouver une 0D dans OpenSSH en faisant un grep sur le code source. On devrait survivre à une période où on va en trouver partout. En fait, on est déjà mort, hein. Si tu regardes le nombre de fuites de données qu'il y a, ou l'explosion du nombre de CVE, et le fait que les gens n'arrivent même plus à déployer en prod avant que le CVE suivant soit sorti. Si aujourd'hui, tu as une base image pour Docker, qui n'est pas une image ultra minimaliste, quand ton Docker arrive en prod, il a déjà des CVE, même si tu l'as patché la semaine dernière. On y est déjà, en fait. Je vais aller plus loin. Sur 2025, sur pas loin de 200 fuites de données que j'ai pu regarder, il y en a 118, 115, ça dépend comment on le regarde, qui sont faits juste par des identifiants qui ont été volés ailleurs. Il y en a une trentaine qui sont du fait d'exposition de données. Donc, bout à bout, grosso modo, 150 sur 200 sont des vols de données sans piratage, ou du moins sans action technique d'exploitation de vulnérabilité. Donc oui, l'état de l'art aujourd'hui sur les applications, c'est qu'on se repose sur des logins mot de passe, qui est une technologie obsolète. On a des architectures compliquées qui font qu'on expose les données. Et du coup, avoir de l'IA pour trouver ce genre d'exposition, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, j'ai vu des logs d'info-stealers. C'est game over. Il y a une différence pour moi entre une 0D dans la énième application web qui traîne exposée sur Internet. Alors malheureusement, des fois, c'est l'application web qui est intégrée dans un boîtier de sécurité et c'est à pleurer. Mais la énième application Java développée il y a 10 ans, PHP développé il y a 20 ans, le truc dans lequel il y a des injections dans tous les sens et où en fait, si on met un pentester sérieux, il va en trouver 4 ou 5 dans la journée, et si on met un moteur, il va en trouver 20. Finalement, l'attaquant, il en a besoin que d'une seule.
et donc ça change pas grand-chose. Peut-être qu'effectivement, c'était quoi? C'était Movit, sur lesquels il y a un groupe de ransomware, il y a ça devait être l'année dernière, a visiblement fait payer la recherche de vulnérabilité pour avoir une 0D exploitable, parce qu'il y avait une application à la fois très exposée, contenant des données sensibles et très utilisée par des boîtes qui avaient de l'argent. Mais en fait, il y a une vraie question sur, quand on parle de vulnérabilité, on parle aussi de vulnérabilité et d'exploitation sur un téléphone portable à jour, sur un ordinateur portable à jour, les failles magiques où on ouvre un URL et automatiquement tout le sandboxing du navigateur et de l'OS est explosé, on a une remote exec en 0 clic. J'ai l'impression que c'est pas le même métier. Oui, puis au-delà de ça, moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Christophe, c'est que sur la plupart des compromissions, en plus celles dont il parlait, beaucoup c'était sans vulnérabilité, et celles qui étaient avec des vulnérabilités, c'était majoritairement des end-day, voire des end-months, voire pire. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît la KEV de la CISA, donc la Known Exploited Vulnerabilities, la liste publiée par la CISA des vulnérabilités qu'ils voient comme exploitées dans la nature. Je vous rappelle qu'en juin 2026, ils ont publié une CVE de 2022 exploitée dans la nature. En mai 2026, ils en ont publié 2, une de 2010, donc il y avait 16 ans, qui était sur Microsoft Internet Explorer. Donc en 2026, ils ont publié une vulnérabilité de 2010 disant voilà, ça fait 16 ans qu'il y a cette vulne, il y a encore des gens qui se font compromettre avec ça, et pire encore, il y en a une sur Acrobat, Adobe Acrobat Reader, qui date de 2009, en 2026. Donc pareil, celle-là, ça fait 17 ans qu'elle devrait être corrigée. Donc en fait, là, on parle de CVE, de découverte de vulnérabilité, etc. Ouais, ok, c'est super, les 0D, c'est sexy, ça fait briller, etc. Mais dans les faits, une quantité dingue de compromissions se font juste par des vulnérabilités qui datent de mois, voire d'années. Il y a vraiment plusieurs classes, je pense, de logiciels. Les grosses applications, elles sont rarement patchées. Et pire, les applications développées sur mesure qui incluent tout un tas de composants logiciels qui sont plus maintenus, qui ont plus de compatibilité d'API ou des choses comme ça, en fait, s'il y a une faille qui est trouvée dedans, typiquement, c'était le cas de Struts qui avait changé d'API entre la version, je sais plus, 2 ou 3. Quand vous aviez une application avec du Struts 2, il fallait réécrire une bonne partie de votre application pour combler la faille. Si votre application, c'est un cœur de business d'entreprise, vous ne le faites pas. Et c'est un problème aujourd'hui. Ah bon, tu vas pas vibe-coder ton application? Ça va être un autre problème. Si tu la commences aujourd'hui, peut-être. Mais si tu l'as écrite il y a 15 ans, que c'est ton business, et c'est une vraie différence, je pense, aussi entre les applications dites d'entreprise et les applications des boîtes de la techno. Des boîtes de la tech. C'est que si j'offre un service sur Internet, que je suis une boîte dont le métier, c'est d'offrir ce service, mon application, elle évolue tout le temps. Elle est changée tout le temps. Donc, j'ai des équipes qui la connaissent. Et du coup, quand il y a une faille, j'ai une capacité à le patcher assez vite. Alors, en plus, comme c'est centralisé, que c'est du SaaS ou une cochonnerie comme ça, le correctif, il est fait une fois pour tout le monde. En revanche, si j'ai payé une ESN pour développer pour moi ce truc il y a 15 ans, ça marche très bien. Il y a quelqu'un qui trouve une faille sur un framework. Alors, en plus, il y a 15 ans, on n'avait pas de SBOM, donc je suis même pas certain de savoir si c'est au fin fond de mon appli. On peut voir la quantité de boîtes qui sont retrouvées avec du Log4j sans le savoir. Et ma capacité à le patcher, elle est très limitée parce que l'équipe qui a fait le développement, elle n'est plus en circulation. Le maintien en condition opérationnelle qui m'a été vendu, en fait, ça nécessite d'ouvrir un ticket dans l'ESN qui m'a vendu le service. Peut-être que d'ailleurs, j'ai plus de service chez eux, qui eux-mêmes va devoir reconstituer à l'arrache une équipe parce que tout le monde a tourné depuis longtemps. Et ça va me coûter des centaines de milliers d'euros pour corriger un truc des fois ridicule. Et ça, c'est optimiste parce qu'on peut assez vite parler en millions. Et ça, c'est une différence énorme. Et puis après, on a aussi toutes les applications. Pourquoi est-ce que je ne vais pas patcher mon Exchange? Alors d'abord parce que le process de patch, il n'est pas aussi simple que Windows Update. Enfin, Exchange, SharePoint. Je ne parle même pas des classes d'applications sur lesquelles j'ai peur d'updater. Si j'ai un ERP, j'ai un PeopleSoft, Oracle Application, SAP, patcher, ça me fait peur. Parce que si ce truc tombe en rade lors de la correction, je ne fais plus de business. Donc il y a des classes entières, et je ne parle même pas de l'Indus, d'équipements et de logiciels qui sont jamais patchés, qui sont souvent très précieux. Et du coup, oui, effectivement, tu utilises des failles 2022. Alors, bonus, c'est les équipements de sécurité, les équipements de bordure, les pare-feux, etc., ou les terminateurs VPN. Parce qu'on ne les patche pas, parce qu'ils sont trop utilisés, et que si on les arrête pour les patcher, en fait, les gens ne peuvent plus télétravailler. Ce que je voulais juste tempérer dans ce que disait Christophe, c'est que dans les environnements régulés, en particulier dans le secteur financier, si vous ne patchez pas, vous êtes juste mort, il n'y a pas d'autre terme.
Ils ont inventé un certain nombre de réglementations, que ce soit DORA, que ce soit NIS2 et autres. Donc, on est obligé de patcher. Mais je rejoins totalement ce que disait Christophe. Quand on doit essayer de patcher des applications critiques qui sont là dans le core business et autres, l'avantage des grands... Alors là, je vais parler en tant que grand compte et pas en tant que petite entreprise. On a des environnements de tests, de recettes, d'homologation, de pré-prod et après de production. Par contre, vous n'êtes pas dans la rapidité de la vulnérabilité et du POC ou de l'exploit qui est en cours. Ça, c'est un vrai sujet qu'on constate et que là, c'est Anthropic qui a fait beaucoup de bruit sur Mythos, mais il y a aussi ChatGPT qui le fait, il y a Gemini, il y en a un certain nombre d'acteurs qui, entre guillemets, ont mis en place le fait de découvrir des vulnérabilités. Je vous parlerai un peu plus tard du coup de gueule de Linus Torvald qui a dit « C'est bon les gars, vous nous remontez des centaines de vulnérabilités par mois sans aucun contexte. Ça ne sert pas à grand-chose à part nous énerver. » Mais dans le cas présent, ce qui fait peur à tout le monde, c'est qu'on va avoir un nombre de personnes avec un niveau technique qui n'est pas nécessairement élevé pour exploiter des vulnérabilités, soit aussi bien faire de la fuite de données, faire de l'extorsion, soit mettre du rançongiciel, soit vendre en tant que les IAB, les fameux Initial Access Brokers, qui vont s'amuser à aller nous vendre des accès sur des accès VPN ou pire, où il y a les comptes codés en dur. Mais l'IA a abaissé le niveau de jeu. Aujourd'hui, vous prenez, et tu l'as très bien dit, Vladimir, dans le gars qui avait fait du river sur GTA, on prend n'importe quelle, n'importe quelle personne qui a une bonne idée et qui est motivée, il n'a pas besoin de mythos. En utilisant les IA d'aujourd'hui qui sont à disposition, les skills, les harness, les guides de tout ce qui va permettre de dire à l'IA de faire un job qui n'est pas forcément franchement légal, quoi. Il va se mettre à trouver la vulnérabilité, à faire le POC. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple avec les systèmes d'IA que nous avons à disposition dans le grand public de faire une recherche de vulnérabilité, de lui dire tu me crées le POC pour que je puisse valider que ce que tu es en train de me raconter est vrai. Et quand on regarde sur des systèmes, que ce soit FreeBSD, ça fait sourire, mais c'est des failles de 20 ans. Mozilla l'a découvert à travers Mythos, ils en ont parlé, mais il n'y avait pas besoin de Mythos pour arriver au même niveau. Et si vous êtes un auditeur ou une auditrice et que vous avez accès à des LLM et que vous faites avec des skills et autres, bah, si vous vous branchez sur votre, soit on l'a pris le cas de Gidra, et vous branchez sur Virus Total, vous branchez sur ce genre de choses, vous allez aller très loin. Et vous allez surtout avoir un avantage avec les LLM, c'est ce que je voulais surtout apporter auprès des auditeurs et des auditrices. Vous allez pouvoir taper dans la base de vulnes qui existe depuis maintenant plus de 25 ans, mais surtout vous allez vous rendre compte qu'il y a des patchs qui sont sortis, mais qui ne fonctionnent pas. Et il y a des articles du Sens qui sont sortis dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est un jeu de mots un peu bidon, mais ce qu'on constate, c'est que les patchs de sécurité qui sont sortis n'étaient pas efficients. On l'a eu aussi le cas sur des passerelles de VPN. Les premiers patchs ne faisaient juste que mettre un rideau devant la porte d'entrée. Après, ils l'ont durci, mais pendant quelques semaines, ça a été fait. Voilà, c'était juste mes 2 cents. Et je suis en phase avec toi, Christophe. La majorité des entreprises ne patchent pas ou ne peuvent pas patcher pour des vraies raisons. Mais dans le cas de certains secteurs réglementés, c'est juste impossible de ne pas pouvoir patcher. Et si on ne patche pas et les régulateurs l'apprennent, bah, t'es juste mort. On patche pas tout. Typiquement, les postes Windows ou les postes macOS ou tout ce qui tourne sur environnement mobile, c'est quand même assez régulièrement patché tant que c'est à jour. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Je me souviens d'une époque où on disait « Ouh là là, quand sortent les patchs Microsoft, on va attendre un bon mois ou 2 pour voir si ça crache chez les autres et puis on l'installera peut-être. » Aujourd'hui, c'est vu de façon irresponsable. Il y a un autre facteur qu'on n'a peut-être pas cité, c'est qu'il y a quelques années encore, quand sortait le patch Tuesday de Microsoft avec ses jolis gros correctifs, avec des fois des choses pas entièrement documentées, il y avait un sport qui consistait à utiliser BinDiff pour regarder ce qui avait été changé et retrouver les vulnérabilités et écrire un code d'exploitation et pouvoir avoir un POC ou un truc qu'on va aller silencieusement utiliser rapidement avant que le patch soit déployé. Parce que tu l'as dit aussi, tester sur N plateformes, en fait, ça prend du temps. Mais du coup, ça, effectivement, je pense que les moteurs d'intelligence artificielle, aujourd'hui, sont capables de le mettre à disposition et à portée de quelqu'un qui n'a pas les compétences qu'il fallait pour faire ça. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des correctifs pour des failles connues, documentées et patchées plus vite et qui vont pouvoir exploiter la fenêtre entre le moment où sort le correctif et le moment où le système est corrigé.
Bah, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, il y a des courbes assez intéressantes sur le MTT, le Mean Time to Exploit, donc le temps moyen d'exploitation d'une vulnérabilité, qui il y a quelques années se comptait en années, et aujourd'hui ça se compte en heures. Donc aujourd'hui, les attaquants sont hyper réactifs sur la publication d'un code d'exploitation et son exploitation dans la nature quelques heures après la sortie du correctif, et parfois même quelques heures après la sortie du bulletin qui annonce la vulnérabilité, mais sans qu'il y ait le correctif. Bon, mais du coup, il faut paniquer ou il faut pas paniquer? Les raisons pour lesquelles on panique, c'est qu'il y a de plus en plus de CVE, du fait de plein de raisons. Il y a aussi le fait, on n'en a pas parlé, de l'augmentation du nombre de CPE. C'est-à-dire, pour faire très simple, le nombre de logiciels qui aboutissent à avoir des CVE. Parce qu'avant, il y avait un certain nombre de logiciels, mais qui a doublé, voire triplé ces derniers mois, parce qu'en fait, le First en a rajouté, on surveille beaucoup plus de logiciels. Et donc, il y a de plus en plus de vulnérabilités référencées, pas existantes, mais référencées. Donc, le temps d'exploitation diminue, le nombre de vulnérabilités augmente. En plus, il y a le vibe coding qui va faire qu'il y aura encore plus de logiciels avec encore plus de vulnérabilités, etc. Donc, ouais, c'est la panique, c'est la fin du monde, la vue d'une apocalypse. Pas tout à fait. On a quand même une chance extraordinaire, c'est que nous avons quand même des sociétés qui nous préviennent sur les vulnérabilités qui sortent, les exploitations. Il faut aussi voir que les attaquants, il faut aussi qu'ils aient de la bande passante pour attaquer. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, ok, il y a des vulnérabilités qui sortent tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, mais il faut que la cible qui souhaite, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à la fin, il y a une cible, il faut qu'elle utilise la technologie qui soit vulnérable. Je serais dans la team mitigée et pas dans la team c'est la fin du monde. Ça va être compliqué, mais ça va juste demander que les anciennes générations ou les anciennes personnes qui avaient une façon de penser des vulnérabilités se mettent juste à la vitesse et à la, entre guillemets, à la réactivité qu'on doit avoir aujourd'hui. Et surtout, on va arrêter ce que j'appelle les baltringues qui font du CVSS et de l'EPSS à 2 balles et qui nous disent à chaque fois ouais, mais là, c'est pas un CVSS 10, je vais pas bouger. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se base plus aujourd'hui sur la criticité d'une vulnérabilité pour prendre une décision sur le fait de la corriger ou pas. Mais en fait, on se parle un peu, mais très honnêtement, on parle de vulnérapocalypse, mais il n'y en aura pas. Il y aura une augmentation du nombre de vulnérabilités, mais il y a plein de critères qui font que ça ne va pas être le cas. J'en parlais tout à l'heure en antenne, mais rien que le fait qu'il y ait un bulletin. Aujourd'hui, c'est des bulletins de sécurité, des mises à jour. Typiquement, quand il y a une mise à jour sur, je sais pas, sur Chrome, sur Windows, etc., dans le bulletin, qui est 10, 20, 100, 1000 ou 10 000 vulnérabilités, on s'en fout. C'est un bulletin à déployer. Alors, ça va être plus chiant pour les éditeurs. Mais au final, ça n'est qu'un déploiement de bulletins. Alors par contre, ça va se faire sur tous les logiciels, etc. Mais c'est pas la vulnérapocalypse qui est annoncée par tous ces prêcheurs de peur. Tu es quand même obligé d'expliquer à ton équipe de patch management que quand tu as par exemple une vulnérabilité sur Chrome, tu as 100, 150 CVE qui sont sortis dessus. Ils te posent quand même toujours la question, laquelle est vraiment critique? C'est-à-dire que tu as beau leur dire c'est qu'un bulletin de sécurité, c'est qu'un patch à appliquer. Et quand on parle de plusieurs centaines de milliers de postes de travail, ils disent ouais, mais est-ce que c'est vraiment dans ces 100 bulletins, il y a quelque chose de critique? Est-ce qu'on a une RCE? Est-ce qu'on a un POC? Est-ce qu'il y a déjà une exploitation dans le catalogue Kev? Etc. Mais c'est bien, là, tu vois, pour répondre oui, sans regarder. Après, les LLM peuvent t'aider. Hein. Les LLM peuvent t'aider à qualifier les bulletins pour trouver les vulnérabilités et te dire s'il y en a des critiques ou pas. Oui, et puis alors ce que je comprends pas, c'est que tu n'as même pas un agent agentique qui fait le boulot tout seul. Mais tous les produits de sécu sont agentiques maintenant. Et aujourd'hui, même tous les fournisseurs de services sur les vulnérabilités, ils te proposent tous, entre guillemets, un agent agentique pour t'aider à pallier. Mais quand tu regardes les résultats des agents agentiques, on est sur quelque chose qui est très prometteur, mais qui n'est pas encore tout à fait au bon niveau de maturité. Il faut être extrêmement prudent avant de dire ce que m'a raconté l'IA, je fais CTRL-C, CTRL-V, quoi. Mais il y a un énorme potentiel dans le côté défense, qui est la détection, qui est la correction du code avant qu'il parte en prod, parce qu'en fait, ce qu'il peut chercher en black box, il peut le chercher en white box, ce qu'il peut chercher pour faire des exploits, il peut le chercher pour suggérer des correctifs. Il y a un énorme potentiel pour explorer les systèmes et retrouver les dépendances qui ont été oubliées par tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on est au tout début des outils IA pour la défense. Tu veux dire que tu vas mettre ton code sensible auprès d'une IA américaine? Mais non, tu la feras tourner chez toi, comme tout le monde. Oui, tu peux l'héberger chez toi. Ouais. Mais ça, c'est une autre question. Mais surtout, si tu as des gros ordinateurs, c'est mieux. Ça permet de les utiliser. Mais du coup, l'équilibre, c'est une vraie question.
et surtout le court terme, parce qu'on va avoir un décalage entre le moment où les failles vont devenir abondantes et utilisées. Peut-être que finalement, il fallait mieux se faire pirater par des espions qui vous égorgent sur 10 ans en vous faisant perdre vos parts de marché, que par des gens pas précautionneux qui vont vous effacer tout votre système d'information. Si ça se trouve, le coût est plus important chez le script kiddie. Mais c'est une vraie question, parce que les systèmes qui n'étaient pas patchés avant, ils vont pas être tellement mieux patchés. Donc pour conclure, bonnes gens, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles? Non, c'est pas ça. C'est qu'il il faut faire de la veille, il faut s'inquiéter quand même de l'avenir, mais il faut pas paniquer non plus. Parce que surtout une leçon, je vois que la plupart des entreprises commencent à se rendre compte d'un truc, c'est que il faut pas tout patcher. Il faut patcher intelligemment, en priorisant, un peu comme l'a dit Mark Fried tout à l'heure, en faisant une analyse et en priorisant ce qui est vraiment exploité ou ce qui risque d'être exploité dans la nature. On revient sur le côté, on qualifie la menace, c'est comme ça à la base, hein, c'est pas tellement la vulnérabilité, c'est plutôt la menace, mais c'est surtout, tu l'as très bien dit Vlad, c'est faire de la veille. Tous les jours, il va y avoir des dizaines, voire des centaines de vulnérabilités qui sont tombées. Si je prends le cas de la journée d'aujourd'hui, il y en a plus d'une 50aine sur WordPress et ses plugins. Je vais pas faire 50 bulletins de sécurité pour les utilisateurs de WordPress, c'est hors de question. On va regarder dedans qu'est-ce qui peut être exploitable, qu'est-ce qui va permettre de faire une compromission du système d'information, ou de l'environnement où c'est hébergé, du mutualisé, ou si par exemple ça va avoir de la fuite de données, mais il y a une qualification qui doit être faite, et là on peut se faire aider par l'IA. C'est-à-dire que l'IA va permettre de gagner du temps, par exemple, pour lire les 50 bulletins, mais je vous recommande quand même très très fortement, lisez-les en travers, parce qu'il y a des fois, vous dites, mais je comprends pas, tu m'as pas parlé de cette CVE qui correspond à une RCE. Et là, c'est hyper. Ça peut vous mettre en difficulté si vous faites juste du CTRL-C, CTRL-V toute la journée. Bon, et sur les aspects en dehors des vulnes, typiquement, on prétend qu'un des principaux actionnaires d'Anthropic, AWS, a prévenu le gouvernement américain, que c'est là que vient le fait qu'il faut pas le donner aux étrangers. Bon, évidemment, ils savaient pas distinguer, donc ils ont dû couper à tout le monde. Enfin, il y a toute une communication avec les entrées en bourse repoussées de chacun des autres. Est-ce que il n'y a pas tous ces aspects politico-financiers, communication, qui entrent en ligne de compte de toute cette vulnapocalypse qui nous provoque un épisode? Bah si, bien sûr, mais en fait c'est un peu Anthropic qui font les marchands de peur, mais c'est leur intérêt. Ils font beaucoup de marketing parce que ils vont. Alors à l'heure où on fait cet épisode, ils sont pas encore entrés en bourse, mais ils veulent entrer en bourse. Ils se sont rendus compte que la cyber c'était un bon business. En tout cas, c'est une niche, mais c'est une niche qui vaut quand même des milliards, des centaines de milliards. Donc c'est plutôt intéressant pour eux de se positionner là-dedans et donc faire peur à tout le monde. Bah ça marche. Le marketing de la peur marche dans le monde de l'IA. Ceux qui promeuvent le plus des scénarios apocalyptiques de l'IA sont aussi ceux qui en vendent. C'est un petit peu étonnant comme marketing, mais ça a l'air de fonctionner. Ils font ça depuis le début. Ils font ça aussi pour appeler les uns aux autres à appliquer des mesures de freinage, etc., que eux auraient déjà mises en œuvre. Enfin, bon, il y a une guerre. Il y a une guerre qui a un aspect communication. Il y a des équipements et des produits, enfin, il y a des services et des choses qu'on peut faire tourner chez soi, d'autres qu'on peut faire tourner que si on a des très très grosses infrastructures qui offrent des choses nouvelles. C'est vraiment nouveau. Mais il y a quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, mais qui marche. C'est que les défenseurs ont besoin de temps, et pour donner de temps aux défenseurs, il y a un truc qui s'appelle la défense en profondeur. Alléluia. Mais oui. Amen. Mais non, mais sérieux, il a tellement raison, Christophe. Faites de la défense en profondeur, faites du cloisonnement, faites du durcissement. On a l'impression d'inventer un nouveau concept. Non, mais là, vous revenez à mes années 90, alors je vous en remercie. Mais ça fait 40 ans qu'on le dit. La sécurité, back to basics. Ouais, c'est peut-être le terme moderne, mais segmentation réseau, micro-segmentation, flux strictement nécessaire, sécurisation, durcissement des terminaux, gestion des identités des accès, MFA, etc., moindre privilège, les bases, et c'est comme ça que vous en sortirez. Oui, et d'ailleurs, rien que la gestion des identités et des accès des agents IA, ça pourrait faire un épisode à lui tout seul. Donc, pour résumer, je qualifie mieux la menace, je fais un back to basic. Comme disait Christophe, je me tourne aussi vers les outils d'IA sur la partie défensive pour mieux connaître mon environnement et mieux le protéger. Est-ce qu'il y a un 4e point ?
Non, mais je vois que nous, on n'a pas Claude, on a Johan LLM, à qui on a dit s'il te plaît, Johan, résume cet épisode. Je pense que le dernier point, c'est comme dans le guide du retard galactique. Il ne faut pas se séparer de sa serviette de toilette et ne pas paniquer. C'est peut-être le plus important. Bon, eh bien, merci beaucoup, chers contributeurs, d'avoir participé à cet épisode. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.